Manténode, Lodi, et puis l'Égypte, avec les pyramides, avec Aboukir, avec Jaffa, drames et victoires, tout est ici réuni. Et la prise de pouvoir, Brumaire, Marengo, toutes elles sont là, toutes ces journées mémorables. Bien sûr, la paix avait été possible. Oh, c'était un rêve. Mais ce rêve inabouti, peut-être maintenant le touchons-nous du doigt. Et cette bataille d'Austerlitz qui s'annonce pour demain, pour ce soir, pour nous ce soir, eh bien cette bataille d'Austerlitz, elle est là devant nos yeux. Lorsque Napoléon apparaît, ce signal nous s'est répondu. Ce cri est parti. C'est l'anniversaire du couronnement. Vive l'empereur! Et le chef calme les ardeurs en leur demandant silence et à demain ne songez à présent car Élysée vos monuments. Au loin déjà les Autrichiens et les Russes ont cru qu'ils voulaient leur campement. Signe qu'ils allaient quitter le terrain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Monseigneur s'est venu des maréchaux et des soldats. Avec ses lumières, avec ses torches, comme autant de points d'un destin fabuleux. Cette nuit des maréchaux, elle se reproduit ce soir ici, à Ajaccio, veille de l'anniversaire de la naissance de l'empereur. Se trouve Napoléon III. Napoléon III, c'est à la fois son neveu et aussi son petit-fils par alliance. Il est le fils de Louis Bonaparte et de Hortense de Beauharnais, la fille du premier mariage de Joséphine. Napoléon et Louis-Napoléon, qui sont empereurs sous le titre de Napoléon Ier et de Napoléon III, se sont réellement connus. Car l'enfant a joué avec son oncle et en 1815, à la chute du Premier Empire, tandis que l'Aiglon, titré lui Napoléon II, tentait de régner quelques jours, eh bien le jeune prince Louis-Napoléon partait en exil. Il avait à peine 7 ans. Et 33 ans plus tard, élu premier président de la République française au suffrage universel. Avant donc de devenir en 1852 empereur, c'est lui qui instaure 37 ans après l'abdication du Premier Empire par son oncle Napoléon Ier, un second empire sous le titre de Napoléon III. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monseigneur, cette image résume donc la dynastie de Napoléon. Et cette dynastie, elle est née ici, à Ajaccio.
le 15 août 1769. De bataille, personne ne peut prévoir ce que va décider Napoléon. Pas même ses plus proches lieutenants. Seul peut-être son major général, le maréchal Berthier. Lui seul, Berthier, devine réellement le plan établi. Et encore, car l'empereur des Français n'a qu'une seule devise: s'adapter, toujours s'adapter. Et à Austerlitz, ce sera un modèle du genre. Les troupes qui s'avancent maintenant se connaissent bien. Elles se sont de part et d'autre déjà affrontées à plusieurs reprises. Voilà déjà 13 années que la jeune République française a été attaquée sans cesse par des coalitions successives. Les débuts de la défense nationale datent de la bataille de Valmy, au pied du célèbre moulin, en 1792. Et malgré quelques vaines tentatives de paix séparée puis générale, pourtant exaucées pendant quelques mois, entre 1802 et 1803, jamais, non jamais,
les Français n'ont pu poser leurs armes. À chaque fois, leurs adversaires se sont toujours résolus à abattre ce symbole européen de liberté, d'égalité et de fraternité. Napoléon est maintenant dans le cœur de la bataille. Il a mis ses pas dans ceux des glorieux prédécesseurs. Il est de la trempe du grand Alexandre, de César, et maintenant devenu empereur de Charlemagne. Et depuis qu'il a pris ce pouvoir à Saint-Cloud comme premier consul, il n'a jamais cessé de faire accepter le régime républicain, ou du moins tenter de le faire. Et maintenant, devenu empereur, il lui donne des formes comprises par ses contemporains. Il s'avance, entouré de son état-major, avec à proximité sa garde impériale. Et cette marche à l'Empire a répondu à cette exigence. Le 2 décembre 1804, il y a un an, jour pour jour, il a été sacré par Pie VII, le pape venu de Rome, mais c'est lui seul, qui s'est couronné à Notre-Dame de Paris pour mieux se faire accepter des monarchies héréditaires. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monseigneur, nous voici maintenant un an après cette cérémonie inaugurale. Les Français sont en territoire adverse pour imposer la paix. Napoléon sait que rien ne sera facile. Les troupes qu'il défie sont plus nombreuses et surtout aguerries. Les Autrichiens ont déjà combattu à Arcole, à Rivoli, à Marengo. Et les Russes ont aussi défié les Français en Suisse ou ailleurs. Et à chaque fois, la République a repris le dessus. Oh, bien sûr, quelques semaines avant Austerlitz, déjà, c'est à Ulm que les Autrichiens se sont fait prendre. Le siège a abouti à une déroute sans précédent. Mais cette fois, en face, les régiments sont campés dans leur position. Ils attendent les Français de pied ferme, qui, eux, manœuvrent en attendant l'ordre ultime. Car chacun sait, d'un côté comme de l'autre, que Napoléon est un maître tacticien. Avant même qu'on ne l'imagine à droite, il sera à gauche. Et souvent, le combat paraît à peine engagé que déjà il a pris son adversaire en tenaille. Mais cette fois, l'effet de surprise peut-il encore fonctionner ? Ils sont là. 72 500 du côté français. En 110 bataillons. 159 escadrons. Avec 139 canons. En face, ce sont 86 000 hommes du côté allié, dont tout de même 15 000 cavaliers et 270 canons.
numéro 1. L'état-major est dirigé par l'empereur et le roi, commandant en personne. Autour de lui, ses aides de camp, Junot, Lauriston, Savary, Rapp, Lebrun. Son Altesse Sérénissime, le prince Murat, est le lieutenant de l'empereur, et le maréchal Berthier, son major général. Et les Français vont prendre le plateau de Pratzen. L'état-major est à côté de la garde. Parmi cette garde, 2 hommes se distinguent. Et ils font partie, à leur côté, d'un régiment particulier, d'un régiment que Napoléon connaît par cœur. Chaque homme, chaque parent, chaque histoire personnelle. Ces 2 hommes qui font partie des tirailleurs corses, ils ont une particularité. L'un est le plus jeune de tous les combattants de cette journée mémorable. L'autre est le plus âgé. Et comme un résumé de la vie de Napoléon, ils seront à ses côtés, lancés dans l'infernale bataille, pour rappeler que, depuis Ajaccio, c'est une seule et même histoire qui se joue devant nos yeux. Pendant que ces Français montent sur le plateau de Pratzen, à Sokolnitz, ces tirailleurs corses, accompagnés des tirailleurs du Pau, 300 hommes, officiers compris, appuyés par les chasseurs à cheval de Margaron, les 11e et 26e, soit 500 hommes, sont avec un poste avancé de tirailleurs dans le village. À gauche, on le voit déjà, le dernier escadron de chevaux-légers de Rémy tente de déloger les tirailleurs du Pau de Telmis. Le bataillon du 3e de ligne est envoyé en renfort. Il est 2 heures du matin, le 2 décembre 1806. Sur les calendriers que portent chacun des soldats, c'est encore marqué 11 14, car le calendrier républicain, preuve de cette filiation révolutionnaire, est dans les têtes de chacun. L'état-major est là, au grand complet. À qui doivent-ils ces plumées? À qui doivent-ils ces avancements? Ils le savent. Depuis 1792, à une seule chose: leur courage et leur abnégation. Ils ne sont pas nés maréchaux, ils ne sont pas nés généraux. Ils ont dû faire leurs preuves. Et autour de l'empereur, quoi qu'il arrive, ils seront là, toujours. Et du plus petit soldat, du sous-officier, à l'officier, jusqu'au maréchaux, tous n'ont qu'une seule devise: servir pour l'honneur et surtout la liberté. Le plateau du Pratzen. Il est là sous nos yeux, au bas de ses marches. Tout va se jouer autour de lui. Comment Napoléon
va-t-il faire pour attirer à lui comme un piège l'adversaire? Faut-il y rester ou au contraire faire croire à une fuite? Comment jouer les éléments? Oh, bien sûr, en face, le tsar Alexandre, l'empereur d'Autriche François Ier, et surtout le commandant en chef qui dirige les coalisés, le général Kutuzov en a vu d'autres. Alors pourquoi tomber là-dedans? Eh bien, c'est tout simplement parce que Napoléon, pour la première fois sans doute, leur fait croire à une retraite. Il abandonne le plateau qui pourtant dominait les adversaires. Déjà la veille, avec les flambeaux, avec les torches, les adversaires avaient cru que les Français avaient brûlé leur tente et que rien ne pourrait disposer à une victoire sur ce champ de bataille. Aussi pour les coalisés, c'en est fait. Napoléon s'en va. Il est 4h30 du matin et il quitte le champ de bataille. Qui sont-ils, ces Français? À l'extrême droite, 300 hommes à Sokolnitz, 1600 à Telnitz, 500 cavaliers en arrière. 4 bouches à feu sur les hauteurs nord de Telnitz, dans et sur les hauteurs nord de Sokolnitz. Ce ne sont que 2 canons. Napoléon envoie ses derniers ordres avant la bataille, et à l'aile gauche, Lannes, Murat sont là aux aguets, en attendant que l'adversaire tombe dans le piège. Il est maintenant 5h du matin. Dans de prochaines batailles, Napoléon ne partira jamais aussi. Mais il a compris. Par la ruse, mais aussi, surtout, par le génie du commandement, il laisse à son adversaire occuper les plateaux de Kranzel. Les voici. Un officier est envoyé à Davout, à l'aile droite, pour se diriger sur ce communisme. Mais il ne faut pas encore bouger. Kolovrat. Et pendant ce temps, l'avant-garde de Friant, avec Eudelet, le 108e de ligne, les voltigeurs que vous voyez passer devant nous du 15e léger, et les 2 pièces de 4, ainsi que le premier dragon, soit 800 à 900 hommes d'infanterie et 200 cavaliers, va partir au même moment de Règle. Quant au reste de la division Friant, elle va suivre à une demi-heure d'intervalle, comme pour mieux tromper l'ennemi. Quant aux dispositions de Weyrother, elles n'ont toujours pas été communiquées à tous les chefs de colonne. Et c'est là que Napoléon va tromper l'adversaire. Ah, ça va tirer. La deuxième partie est terminée. Et voici le troisième mouvement du piège. Comme un symbole, c'est justement le troisième corps d'armée, dirigé par Davout, qui va lancer le début des combats. Davout est le commandant en chef de ce troisième corps d'armée. Ces corps d'armée qui ont déferlé depuis Boulogne-sur-Mer comme 7 torrents, car il y a 7 corps d'armée. Et voilà tout le génie de l'empereur. Laisser assez d'indépendance et d'autonomie pour que chacun puisse disposer directement de ses soldats. La première division, Caffarelli, a été détachée au 5e corps de Lannes, avec pour infanterie 6380 hommes. La cavalerie, 165. Quant à la deuxième division de Friant,
Elle compte dans son infanterie 5556 hommes, 61 cavaliers, 214 hommes d'artillerie. Malheureusement, il manque Gudin. Ah, sacré Gudin. Cet homme qui aurait pu faire tant de merveilles, qui les fera bien sûr à Auerstedt et qui perdra la vie à Smolensk. Gudin. Mais l'empereur est là, entouré de sa garde impériale, et personne ne l'en délogera. Côté allié, ils sont bien sûr en train de s'imaginer qu'enfin, cet homme va pouvoir tomber entre eux. Les tirs débutent. Implacables. Hommes à droite, avec l'infanterie et 600 cavaliers autrichiens essaient en vain de déboucher à Tennitz. Ils tentent avec Buxhovden et Doktorov de quitter leur bivouac et d'attaquer. Mais le général Legrand veille et va lui-même se porter sur Tennitz avec le général Merle et le 26e léger. Et justement, ce sont peut-être les plus braves, les tirailleurs corses, les 18e et les 75e, en avant de Kobelnitz, qui avance sous le commandement de Levasseur. À droite, Davout apprend d'un officier de Margaron que le 3e est en difficulté, qu'il faut s'avancer, et que Tennitz et Kobelnitz n'ont pas été encore reprises. Alors Davout ordonne aux clients de marcher sur Tennitz et au partir au galop pour soutenir le 3e régiment. Et là, ces troupes empêchent les autres de déboucher. Côté allié à leur aile gauche, le général Buxhovden. 7000 hommes. Une première colonne avec Doktorov. Et surtout, dans la deuxième, le traître. Le général un Français émigré qui sera blessé au bras le soir de la bataille, comme un résumé de la journée. Il a 12 000 hommes. Il en perdra la moitié. Quand la 3e colonne de Krivijevski avec 9000 hommes et Kolowrat et Miloradovitch sont arrivés avec leur 17 000, soit 25 000 Russes, en face de nous, les Alliés vont connaître le soleil d'Austerlitz. Le brouillard s'est enfin levé. Et au loin, au pied de la statue, le soleil se lève. C'est la stupeur. Du côté austro-russe, on n'imaginait pas un tel déferlement et surtout une telle combinaison.
tête de colonne de Przybylewski dépasse à peine le village de Pratzen, que Langeron a fini par diviser la colonne de cavalerie Liechtenstein et commence progressivement de la plaine. Il arrive à hauteur d'Auget et ça il est cuit. Côté français, le premier corps d'armée est sous les ordres du maréchal Bernadotte, le futur roi de Suède, commandant en chef avec comme division d'avant-garde Kellermann, détaché de Murat, contre la première division, et surtout Drouet-Berlon, avec
Ça y est, la garde impériale s'avance. Avec Soult, qui a lancé en chef avec Saint-Hilaire, Legrand et Margaron, la garde impériale arrive. Elle est commandée en chef par le maréchal Bessières. Dans son état-major, 16 hommes. Une infanterie sous le général Soulès, 3 et une cavalerie du général Ordre. Au total, ce sont 5000 hommes qui arrivent sur la gauche avec la garde impériale. Et s'apprête à monter, attaquer le plateau. Au centre et à l'aile droite, Koutouzov est enfin conscient de la gravité de la situation. Il ne reste plus pour sauver le centre de l'armée austro-russe que la guerre commandée par le grand-duc Constantin. Mais c'est à gauche du dispositif français. Alors qu'à droite, il n'y a plus rien. Tout d'abord, le régiment de garde à cheval russe chargeait le 4e régiment d'infanterie de ligne et le 24e d'infanterie. Mais, on sait, ça y est, le major du 4e de ligne, Vigaré, a rejoint le 1er bataillon, qui était le plus exposé et l'a fait mettre en carré. Vous le voyez, il arrive. La charge du 1er escadron des gardes à cheval russes va être reçue sans aucun souci. Et même si celle du 2e traverse le carré, ils seront repoussés sans cesse, avec plus de 200 Français sabrés. Napoléon. Il a vu ce mouvement. Et il donne ordre au maréchal Bessières de faire intervenir la cavalerie de la garde impériale. C'est le colonel Morland, avec 2 escadrons de chasseurs à cheval, puis l'ordre avec 3 escadrons de grenadiers à cheval qui appuieront le mouvement. En appui, la division d'artillerie, toujours à cheval, de la garde et derrière. Enfin, l'infanterie. À l'aile droite, le lieutenant-général Prince Bagration croyait avoir enfin sa victoire. Les Russes étaient 12 000 du côté. Et même si le grand-duc Constantin envoie un nouveau régiment, Bessières va faire marcher contre eux la seconde ligne, avec 2 escadrons de chasseurs, mais surtout un escadron de grenadiers à cheval. Et enfin, ce que personne n'attendait sur ce champ de bataille, des Mamelouks. Ces terribles cavaliers que Napoléon a constitués depuis l'Égypte et qui maintenant vont charger en direction des Russes pour montrer que les plus braves, ce sont eux qui, pour la plupart, viennent de Géorgie. C'est le général Rapp, ce fier Alsacien, aide de camp personnel de Napoléon, qui va prendre la direction des opérations et va imprimer à cette charge un élan irrésistible. En face, ils ne s'attendent pas. L'infanterie de la garde russe s'est avancée. Elle est maintenant à Kresnovitz. Mais s'avance devant elle le 27e léger de la division française de Douai.
Le centre des coalisés est maintenant fragile. Napoléon aussi. Il est maintenant 11h30. Et à midi, oui, à midi, les combats seront les plus terribles. L'empereur a tout prévu. Il s'avance avec sa garde. Autour de lui, des hommes fidèles, probes, qui étaient là déjà, à Toulon, à Arcole, à Rivoli. Le brave Junot, l'extraordinaire et terrible, et surtout, Murat, qui sait comme nul autre ce que déjà Napoléon veut avec sa cavalerie. Lannes et son 5e corps d'armée. Avec à ses côtés une première division dirigée par Oudinot et ses divisions réunies. Le feu est de plus en plus terrible. L'infanterie d'Oudinot, avec 4000 hommes et sa cavalerie de 300 soldats, 300 terribles cavaliers qui vont déferler sur les troupes russes. À ses côtés, Gazan. Dans la 2e division sera l'une des plus extraordinaires qui jamais se vit. Et enfin, Suchet. Le formidable Suchet, qui plus tard fera des merveilles en Espagne et qui gagnera son bâton de maréchal. Suchet est là avec la 3e division, son infanterie et son artillerie de 250. Les Alliés s'avancent, sont revenus pour attaquer la ligne. C'est alors que Napoléon fait bouger la section 2 pour rejoindre et attendre l'ordre de rentrer par le centre. À gauche du dispositif français, le prince Murat, lui le beau-frère, qui a épousé Caroline. Murat, qui a fait déjà tant de merveilles en Vendémiaire, avec ses canons pris au sablon. Murat, sans qui les pyramides n'auraient été qu'une petite bataille. Murat qui a fait... Murat, futur duc de Berg et de Clèves. Et il donne ses dispositions. Il dirige ses hommes. Avec Lannes, ils vont combiner leurs forces
et commencer leur marche en avant à la rencontre du corps de Bagration. Quant à la division Caffarel, elle va progresser en direction de Blasowitz, précédée par la division de cavalerie légère Kellermann. Côté allié de qui a tenté de chasser et les chasseurs à cheval, eh bien Kellermann va les repousser et ils vont devoir. À la pointe sud du Pratzen, pendant que les Alliés sont obligés de quitter le terrain. À ses côtés, un homme extraordinaire, cavalier intrépide, dont le nom va résonner sur l'ensemble des champs de bataille et qui, l'année suivante, fera des miracles si extraordinaires qu'avec Murat, Napoléon sera obligé de leur écrire « Si vous continuez à prendre des villes, il faudra que je fasse fondre mon artillerie. » C'est Lassalle, le général Lassalle, détaché de la division Klein de la réserve de cavalerie. Il est là aux côtés de l'empereur et c'est lui qui prend les ordres pour porter le coup final. La ligne des Français a fait front à l'attaque des Alliés et les deux armées maintenant sont séparées. Les Français ont repris leur position. Napoléon est toujours protégé par son fidèle Mamelouk. Oh, non pas un homme du régiment, non. C'est son homme de confiance, son garde du corps, Roustan, qu'il a reçu en cadeau, mais surtout pour son indéfectible assurance sur le champ de bataille. Qu'il vente, qu'il pleuve, ou qu'il neige comme ici à Austerlitz, avec une température au matin de -3 et qui dépassera à peine le 0. Il l'a, ce Mamelouk, aux côtés de son empereur. Et même certains généraux ne peuvent en approcher. Lannes a fait attaquer Blasowitz. Et maintenant, l'ensemble de la garde est auprès de l'empereur. De l'autre côté, les troupes sont installées. Aile droite comme aile gauche, ils vont prendre en tenaille un adversaire qui va tomber au centre du dispositif. La division Kellermann, la division de Dragon Walter et la division de grosse cavalerie Nansouty avec les carabiniers de piston vont enfoncer les deux lignes de Liechtenstein et maintenant occupent aussi les hauteurs en arrière de Blasowitz, de notre côté à nous. Et pendant que Caffarelli va poursuivre son offensive et se poster à l'attaque des villages de Krur et d'Olobitz, vont arriver les Alliés au centre des débats.
Chacun attend. Le temps paraît comme suspendu. Jamais Napoléon n'a été si proche, non seulement de la victoire, mais de montrer à chacun que tout avait été prévu dès le matin même. Il est maintenant 14 heures et les troupes coalisées s'approchent. Les Français descendent du plateau de Pratzen. Et tandis qu'à droite, Davout contient les adversaires avec les deux villages qu'ils ont repris 7 fois, oui, 7 fois, et bien à gauche, Lannes et Murat maintiennent l'adversaire et vont faire prisonnier des centaines de chevaliers gardes et toute l'infanterie qui suit derrière. À droite, ce sont 2 divisions françaises qui opèrent au même instant la prise d'Augeste, de Vandamme et les dragons de Boyer. Les Russes sont là, à portée de fusil, à portée de canon. Au centre, les Russes vont tenter de s'enfuir. Ce sont leurs derniers feux. Au corps à corps. Les Autrichiens sont en joue. Une seule pour les Russes. Satcham, temps gelé. Il faut repartir. Le parti russe avec 4000 prisonniers vont tomber aux mains des Français. Oh, ils vont occuper le village de Moselitz. Ils en seront bientôt chassés par les dragons de Walter. Le 17e valse léger, brigade de chasseurs à cheval de mine. À gauche, le régiment d'Arkhangel, de Caffarelli, et va être repoussé avec beaucoup de pertes. C'est la brigade de Meaux, qui devra franchir la route d'Olmutz. Les combats deviennent de plus en plus acharnés. La ligne de Dolgorouki commence à rompre, tandis que la brigade de Meaux approche de la maison de poste de Pozoritz, tenue par des dragons. C'est là que la réserve de cavalerie va lancer. La première division de dragons montés de Klein, les dragons montés de Bourg et Vendée qui occupe Telnitz, tandis que Davout envoie les soldats de Fribourg qui attaquer Menitz. Et de l'autre, les chasseurs à cheval de la garde vont poursuivre jusqu'à la mort les Autrichiens et les Russes en pleine déroute, faisant 1200. À l'aile gauche française, Bagration a vu, mais c'est trop tard. C'est un vide qui se
l'armée principale et son corps du côté russe, il va devoir se retirer en position vers Raos. Par centaines. C'est maintenant le service de santé. Plus vite encore. Avec l'arrêt, avec des genettes. Il est reconstitué ici sous vos yeux, à gauche. On reconnaît sous des uniformes d'officiers de troupes, des médecins, des chirurgiens, des pharmaciens, surtout ici des infirmiers. Ces infirmiers qui exercent des hôpitaux militaires. Mais les combats ne s'arrêtent jamais. Jamais. La brigade russe d'Olgorouki se replie en direction de Kovalovitz, harcelée par la division Suchet, avec le soutien en division de Grosse-Caroline. C'est la vie. C'est la fin. La réserve de cavalerie française avec la division Dragon charge. Surnombré total. L'infanterie occupe maintenant les hauteurs de Kovalovitz, tandis que sur la gauche, la cavalerie légère de Treyard et de Kozak de la vallée de Sivitz. La brigade de Long occupe la maison de poste de Pozortitz. Et enfin Suchet, enfin, le plateau qui domine Kovalovitz. Il est 15h30. 15h30. Ce sont les batailles. Ils sont regroupés, mais ils sont entre différents régiments. Les blessés sont évacués. Sans trop. Les hommes tombent. Il faut demander la fin du temps. Il est 16h maintenant. Les derniers tirs. Et le service de santé vient chercher également de chaque côté, quelles que soient les origines, quels que soient les combattants, pour apporter les premiers secours. À l'aile gauche, Murat va arrêter la poursuite. Elan, le brave Lan, va demander à ses divisions de rester là où elles sont. Napoléon. Ah, Napoléon. Il peut enfin voir revenir à lui ses troupes. Et elles sont là. 1400 hommes. 1400 ennemis sont tombés sous le feu des Français. Et ils sont 10 fois plus, près de 11 000 hommes, à avoir perdu la vie. La stratégie qui avait opéré l'approche des troupes françaises avait déjà été menée. Mais la tactique, cette tactique qu'on appelle petite stratégie, cette tactique a opéré comme jamais auparavant. Il est 16h30. C'en est fini. C'en est enfin fini. Halte au feu. Les derniers corps à corps sont encore là. Mais c'en est terminé maintenant sur le champ de bataille. La musique s'avance. Et il n'est pas accommodé
défilé, bien évidemment. Elle est protégée par les autres. Au centre, les derniers corps à corps vont terminer enfin. Les chants qui résonnent rappellent les chants révolutionnaires. On entend le Saïra. Le veillon salue l'Empire. Mais il en manque un seul. Les corps à corps. Pour l'ultime combat. Les bataillons se reforment. Halte au feu. Halte au feu. C'en est maintenant terminé. Les brancards sont là. On compte ses troupes. Les bataillons sont enfin reformés. Mais les camarades n'est plus. Que de sacrifices. Napoléon est fier de ses hommes. Et en face, Koutouzov était le seul à l'avoir compris. Mais ni l'empereur François, ni surtout le tsar Alexandre, n'avaient voulu voir en face d'eux cette terrible stratégie qui allait s'abattre sur leurs hommes. Plus tard, bien plus tard, les troupes enfin reconstituées, Napoléon allait passer en revue ses troupes. Sur le champ de bataille, il découvre les corps inanimés. Ce soir, ils seront au château d'Austerlitz. Aujourd'hui, à Kharkov, en République tchèque. Oui, en République tchèque. Et l'empereur va prononcer ces mots restés dans la mémoire. Soldats, soldats, je suis content de vous. Vous avez à la journée d'Austerlitz justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d'une mortelle gloire. Une armée de 100 000 hommes, commandée par les empereurs de Russie et d'Autriche, a été en moins de 4 heures ou coupée ou dispersé. Ce qui a échappé à votre fer s'est noyé dans les lacs. 40 drapeaux et les étendards de la garde impériale de Russie. 120 pièces de canon. 20 généraux. Et plus de 30 000 prisonniers sont le résultat de cette journée à jamais célèbre. Cette infanterie, tant vantée, en nombre si supérieur, n'a pas résisté à votre choc. Et désormais, vous n'avez plus de rivaux à redouter. Ainsi, en 2 mois, cette 3e coalition
a été dissoute et vaincue. La paix, oui, la paix, ne peut plus être éloignée. Mais comme je l'ai promis à mon peuple avant de passer le Rhin, je ne ferai qu'une paix qui vous donne des garanties et assure des récompenses à nos alliés. Soldats, lorsque le peuple français plaça sur ma tête la couronne impériale, je me confiais à vous pour la maintenir toujours dans ce haut état de gloire qui seul pouvait lui donner un prix à nos yeux. Mais dans le même moment, mes ennemis ne pensaient qu'à la détruire et à l'avilir. Et cette couronne de fer conquise par le sang de tant de Français, ils voulaient m'obliger à la placer sur la tête de nos plus cruels ennemis. Projet téméraire et insensé que le jour même de l'anniversaire du couronnement de votre empereur, vous avez anéanti et confondu. Vous leur avez appris qu'il était plus facile de vous braver et de vous menacer que de vous vaincre. Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de votre patrie sera accompli, je vous ramènerai en France. Là, vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous recevra avec joie et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on vous réponde « Voilà un brave ». Messieurs, Monseigneur, à la fin de cette bataille, des trophées vont être décernés. Ce sont des créations originales réalisées par des forgerons artisans de l'association L'Envol pour les Journées napoléoniennes de la ville d'Ajaccio. 14 participants vont se présenter. Pour l'association Acarquera, des tirailleurs corses, du Royal Corsican Rangers, Monsieur Joseph Fili, en uniforme de chasseur du bataillon des tirailleurs corses. Et le prince Napoléon salue l'empereur. Pour l'association Napoleonica d'Italia, M. Damiano Grizzoni, soldat du KKR 26 Hohenlohe. Pour le 7e régiment de hussards, cavalerie légère du 1er Empire, M. Éric Royot, du 7e hussard état-major Barbeau.
Pour le grognard de Fontainebleau, Monsieur Laurent Piche, simple grenadier de la vieille garde du 1er régiment de la garde impériale. Pour l'association Jean-Roch Cognier, Monsieur Philippe Bézanger, sapeur du 1er régiment de grenadiers. Pour l'association Un poil d'histoire, Monsieur Thibaut Jardin, caporal du 1er régiment étranger. Venant de République tchèque, du service de santé, Monsieur Boris Nezbadia, en grande tenue de chirurgien de la marine impériale. Pour les marins de la garde de la République tchèque, Monsieur Jaroslav Jenouček, en grande tenue de contremaître. Pour le 30e régiment de la ligne de République tchèque, Monsieur Michel Patria, sapeur du 30e régiment. Pour les chasseurs de ligne autrichiens de République tchèque, Monsieur Milan Delozal, en uniforme de chasseur. Pour les grenadiers autrichiens de République tchèque, Monsieur Zbigniew Kryś, fantassin. Pour les hussards autrichiens de République tchèque, Monsieur Jaroslav Mikulika, du KK Jäger Bataillon numéro 1. Pour le groupe Storico Montichiari, Italie, Monsieur Ezio Lazzari, en uniforme français de Bersaglieri Brecciani. Et enfin pour l'association ardennaise napoléonienne, Monsieur Fabrice Segonda, capitaine de la compagnie de grenadiers en grande tenue. J'appelle maintenant Monsieur André Villanova, président du jury et président du comité central bonapartiste pour la remise des prix. Ces prix seront décernés par Madame Rose-Marie Ottavi, adjointe au maire d'Ajaccio en charge de l'enfance. Monsieur Jean-Pierre Arezou, adjoint au maire d'Ajaccio en charge du patrimoine napoléonien. Monsieur Pierre Pugliesi, adjoint au maire d'Ajaccio en charge du tourisme et des relations internationales, président de l'office de tourisme du pays d'Ajaccio. Et enfin, de chaque côté de ces participants, viendront se placer les empereurs Napoléon Ier et Napoléon III. Dans ces troupes que vous voyez derrière nous, ou à côté de vous, était en tête la cornemuse, des Bretons venus de Vannes. Le groupe Aria d'Ajaccio, qui accompagne le 2e régiment. Bien entendu, les états-majors et l'empereur Napoléon.
Suivez les chasseurs à pied de la garde, avec les chasseurs à pied de la garde de Belgique et d'Ajaccio, 30 fusils. De Saint-Pétersbourg, Russie, avec 6 fusils. Le premier pontonnier de Belgique, 9 fusils. Les 7e artilleurs de France, 6 fusils. Suivez les grenadiers à pied de la garde, Austerlitz, Cognier, Fontainebleau, la moyenne garde tchèque et les marins de la garde tchèque et France. Au total, 44 fusils. Le service de santé de la Grande Armée, constitué à la fois d'Ajacciens et de Tchèques. La ligne, avec la 4e de ligne grenadier, le 12e de ligne, le 16e de ligne, Akrab, 75e de ligne et 48e de ligne. Au total, 32 fusils. Le 18e de ligne, voltigeurs et grenadiers, les 57e, 30e et 8e de ligne, République tchèque. Les 3 piquets d'Italie, Montichiari, premier étranger de France, au total 28 fusils. Les tambours du 18e de ligne, le club Ostrova, le numéro 1 Kaiser, au total 39 fusils. Enfin, le club Ogenski Ori, l'association italienne, pour 32 fusils. Et pour terminer, Bodin, à Bronski-Plusk, les Cosaques de Charzensko, de 28 fusils, et Grenz-Hussar, Jäger Bataillon et SVH, Bagration. Mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir. Je laisse maintenant la parole à André. Bonsoir, messieurs, dames. D'abord, je voudrais féliciter tous les reconstituteurs. Nous avons créé ce prix pour les récompenser de leurs efforts, tant sur leurs manœuvres en bataille, mais aussi sur leur belle tenue qu'ils nous présentent ce soir. Notre délibération a été très dure, puisqu'il y avait vraiment de très bons candidats. Vous voyez les 14 participants. La mise en scène de ce soir vous était proposée par Joseph Okaachi et Claude Biefno, avec notre ami tchèque Jana. Vous pouvez les applaudir. Demain, nous nous retrouverons à la cathédrale à 10 h.
suivi des dépôts de gerbes devant la maison natale de l'empereur et au pied de la statue de la place Foch. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en cette nuit du 250e anniversaire de l'empereur, songez que ces 51 années d'un homme parti de rien et devenu tout a surtout résumé une seule phrase: l'honneur et le courage de la République. Vive l'empereur!